commencer en attendant Madame Sourad Kamoun vers une pédagogie par l'humour. Donc cette séance est consacrée à l'étude de la place de l'humour dans l'enseignement, dans la pédagogie. Beaucoup de questions évidemment sur la place de l'humour en tant qu'outil d'enseignement, en tant qu'outil d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses à dire. La première communication va être assurée donc, à distance depuis le Maroc par notre cher collègue Afef Majid. Je ne sais pas si vous nous entendez, Madame Afef. Oui, je suis bien là. Parfait, bienvenue virtuellement. Ben oui. Oui, on aurait aimé que vous soyez parmi nous. Mais c'est pas grave. Mais vous l'êtes quelque part. Donc, on va vous attribuer, on va vous donner la parole pour une communication qui s'intitule « Je ris, donc j'enseigne ». L'humour au service de la motivation et de l'amélioration de la compétence communicative dans l'enseignement du français langue étrangère. Oui. Grande question. Donc, je vous laisse la parole pour faire votre communication et par la suite, on vous posera peut-être quelques questions pour un peu dynamiser la séance. À vous la parole. Alors, merci Monsieur le modérateur. Je tiens à remercier également tous les organisateurs de ce colloque. Ma communication aujourd'hui s'intitule, comme vous l'avez signalé, « Je ris donc, j'enseigne ». L'humour au service de la motivation et de l'amélioration de la compétence communicative dans l'enseignement du FLE. Alors, pour commencer ma communication, je dirais que le rapport entre apprentissage et humour est un objet d'étude récurrent chez les pédagogues. Ainsi, l'approche qui fait de l'humour un outil au service de l'apprentissage s'inscrit dans une tradition pédagogique très ancienne, remontant à l'Antiquité, où le goût et le plaisir d'apprendre sont mis en valeur. Alors, l'enseignant aujourd'hui est appelé à agir différemment dans un nouveau cadre pédagogique, marqué par la mondialisation et les changements socio-économiques. Il est donc indispensable qu'il assume sa nouvelle tâche redéfinie et adapte son cours aux nouvelles données sociales et technologiques dans le but de préparer des apprenants dotés des connaissances et des valeurs fondées essentiellement sur les principes de l'écoute active et de la pédagogie ludique. Alors, dans ce contexte, vise à bien démontrer le rapport positif existant entre le recours à l'humour, l'amélioration de l'apprentissage et l'augmentation de la créativité chez l'apprenant. Jean Sévicli, quant à lui, il soutient que l'utilisation de l'humour en situation d'apprentissage est une composante essentielle de la communication. Il peut être également utilisé comme une stratégie efficace pour les enseignants dans l'objectif de favoriser le développement global, affectif et social des enseignants. Ainsi, l'humour le plus efficace est celui qui, en notre sens, provoque une émotion positive pour l'ensemble du groupe classe. Il peut se traduire par de multiples formes, comme l'humour absurde, les jeux de mots, le jeu de rôle, l'autodérision, l'anecdote, etc. Alors, pour ce faire, plusieurs questions s'imposent. Alors, l'humour peut-il être un moyen de motivation pour les apprenants? De quelle façon doit-on s'en servir profitablement en tant que support dans la mise en œuvre de l'enseignement des activités de l'expression orale? Alors, la clé de voûte de notre communication porte d'une part sur l'humour comme un moyen précieux qui aide les apprenants à mieux s'exprimer. Aussi, il sert à détendre les situations angoissantes rencontrées par les apprenants lors de la prise de parole, et d'autre part, sur une expérience vécue pendant notre parcours universitaire. En effet, nous avons remarqué qu'il y a des professeurs avec un comportement empathique avec lesquels les étudiants assimilent et apprennent mieux. Alors, j'aborde le premier axe de ma communication, l'humour, définition, forme et fonction. Dans tous les rapports humains, le rire, l'humour, la blague, la plaisanterie, l'ironie sont omniprésents. L'humour et le rire s'avèrent étroitement liés, car l'humour est considéré comme la cause principale du rire. Au long de l'histoire, le rire n'a pas toujours eu l'image positive qu'on en a aujourd'hui. Pendant l'Antiquité, il était associé à la moquerie et ne révélait rien de très réjouissant. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance pour qu'on attribue au rire sa connotation positive actuelle. Nous tenons à signaler que même les philosophes les plus célèbres sont intéressés au rire et à l'humour. D'après Martin Stern, docteur et professeur en philosophie, le rire est un phénomène plus fréquent que les pleurs. Descartes et Kant s'entendent pour dire que le rire est une question physiologique et qu'il est essentiel à la survie humaine. Ce
Servan Ionesco, l'humour peut ainsi être défini, je cite, au sens restreint, retenu par Freud, l'humour consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à en dégager les aspects plaisants, ironiques, insolites, et dans ce cas, seulement l'humour appliqué à soi-même qu'il peut être considéré comme un mécanisme de défense. Fin de citation. Alors, les écrits théoriques de Freud démontrent qu'il a été le leader, le premier à s'attarder au stade du développement de l'humour. Freud souligne que l'humour correspond à un des 9 mécanismes de défense les plus évolués. En effet, la théorie freudienne envisage l'humour comme un outil qui nous permet d'extérioriser nos émotions. En d'autres termes, dans l'approche freudienne, nous pouvons cerner 3 phases du développement de l'humour chez l'individu et qui sont divisées comme suit. Le jeu, de 2 à 3 ans, la plaisanterie de 4 à 6 ans, et à partir de l'âge de 7 ans, la phase des blagues. Alors, la psychologie moderne, et là je me réfère à Pierre Daco, avec les prodigieuses victoires de la psychologie moderne, allait lui donner raison, en reconnaissant à l'enfant son droit et son besoin d'expérimenter pour apprendre. À l'heure actuelle, de nombreux travaux de recherche sont en effet venus mettre en valeur la place spécifique et le rôle original de l'humour dans le processus d'apprentissage. Louis Sauvé considère qu'il constitue, je cite, un élément motivationnel des plus intéressants, fin de citation, qui contribue à maintenir l'intérêt chez les étudiants et augmente le plaisir d'apprendre chez ceux-ci. Il constitue en outre une forme d'apprentissage très efficace puisqu'il favorise une implication émotionnelle positive. L'apprenant réagit non seulement de façon intellectuelle, mais aussi émotionnelle. Pour Aaron Beck, le concept de l'humour est multidimensionnel dans le sens où ses bienfaits peuvent être de nature psychologique, physiologique, sociale et cognitive. Ce même auteur soulève que les bénéfices de l'humour favorisent une diminution de l'anxiété tout en offrant une expression des émotions adéquates. L'humour joue aussi un rôle important aussi dans l'estime de soi, selon Beck, dans la mesure où il contribue à la consolider. Quant à Robert Stein, neurologue américain, il affirme que le rire est un phénomène humain complet qui joue un rôle essentiel au carrefour des manifestations physiques et psychiques de l'individu. Aussi définit-il le rire comme étant, je cite, une réponse physique involontaire, une émotion plaisante. Fin de citation. William Zell parle notamment des effets psychophysiologiques du rire, stimulation du système circulatoire, d'endorphines, qui stimulerait aussi le fonctionnement des processus de mémorisation. Le rire vient alors provoquer des changements chimiques dans le cerveau, des modifications bénéfiques pour l'homme. Bellinger va dans la même voie en indiquant que le rire influence plusieurs phénomènes cérébraux et musculaires. Les travaux de Bellinger expliquent bien les bénéfices du rire et constatent que la mécanique du rire contribue fortement au bien-être physiologique de l'être humain. Bref, le rire joue un rôle essentiel sur le corps, ce qui entraîne diverses conséquences positives sur la santé, parmi lesquelles, je cite, la diminution de l'hypertension, l'amélioration de la digestion, du sommeil et du système immunitaire. Alors, l'humour a été également exploré dans l'environnement scolaire. Au début du XXe siècle, un certain nombre de pédagogues, citant entre autres Dewey et Montessori, ont renouvelé la manière d'aborder l'apprentissage en développant ce qui avait déjà été entrevu par Rousseau, Pestalozzi et d'autres, à savoir qu'un sujet apprenant ne peut faire des acquisitions, développer des capacités et des savoirs que dans le plaisir et dans un contexte de libre choix et d'autonomie. Cela contredisait à angle droit la pratique installée depuis des millénaires dans les écoles, une pratique fondée sur la contrainte et la menace de sanctions. En ce sens, Ziv Avner a mis en exergue la relation positive entre l'emploi de l'humour, l'amélioration de l'apprentissage et l'augmentation de l'augmentation de la créativité. Je cite, excusez-moi, donc est-ce que vous m'entendez? Ça a coupé tout à l'heure, donc vous pouvez reprendre. On vous entend là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, madame. Vous pouvez continuer. J'ai un petit problème de connexion. Alors, ma connexion n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Ouais. Excusez-moi, donc je continue. Allez-y. Voilà, donc
Oui, donc je cite, donc je continue toujours. La compréhension de l'humour consiste à travers, à trouver, pardon, la solution du problème. Le plaisir qu'on éprouve en trouvant la solution provoque, en trouvant la solution provoque en nous une joie intellectuelle. Fin de citation. Alors pour Ziv, il y a deux dimensions dans l'humour. La première est la création, qui est la capacité de percevoir la relation entre les individus, l'objet ou les idées. La seconde dimension est l'appréciation. Alors pour Civicli, il a admis que l'utilisation de l'humour en classe est une composante importante de la communication. L'humour élimine l'ennui en classe et il renforce le sentiment d'auto-efficacité, l'estime et la confiance en soi. L'apprenant devient donc plus motivé à participer, à collaborer avec l'enseignant, ce qui est amplement avantageux pour les deux acteurs pédagogiques. Alors, je passe maintenant aux formes d'humour qu'on peut utiliser en classe et on distingue l'énigme, alors la blague, le jeu de mots. Je ne vais pas m'attarder bien sûr à expliquer ces formes-là. Donc, j'essaierai de passer rapidement sur ces formes. Donc, et le sketch humoristique. Et l'humour semble avoir une double fonction. Premièrement, il distrait. Alors, quand on pense à l'humour, des mots comme légèreté, plaisir, amusement viennent immédiatement à l'esprit. On n'est plus dans le registre du sérieux, du rigoureux, du raisonnable, mais plutôt dans celui du jeu et bien évidemment de la détente. Alors l'humour défie. L'appréciation de l'humour se présente comme un exercice intellectuel qui suppose avant tout une compréhension du message. C'est un défi intellectuel posé par l'émetteur au récepteur qui éprouve un plaisir lié à la stimulation de son intelligence et de sa perspicacité. Alors, je passe au deuxième axe de ma communication que j'ai intitulé l'humour, facteur de motivation et facilitateur de communication orale en classe du FLE. Dans toute communication, la langue orale est estimée supérieure à la langue écrite. L'enfant parle avant d'écrire dans sa langue. D'un point de vue didactique, l'enseignement-apprentissage des langues étrangères a mis en exergue le lien établi entre la dichotomie oral-écrit et leurs interactions réciproques, car d'une part, les deux codes s'entrecroisent dans la boucle de communication et d'autre part, ils ont un rôle décisif dans l'apprentissage de langues étrangères. Alors, depuis l'émergence des nouvelles approches dans le domaine de la didactique des langues étrangères, et notamment de la didactique du FLE à titre illustratif, l'oral est devenu le centre d'intérêt et l'enseignement-apprentissage du FLE doit nécessairement passer par l'oral, comme vous le savez. À cet effet, Pierre Martinez souligne que l'oral est le point de départ de l'apprentissage d'une langue. Fin de citation. Alors, tous les auteurs s'accordent à dire que le rire est un moyen de communication. Néanmoins, l'utilisation de l'humour comme outil de communication est une compétence qui nécessite des niveaux de connaissances et des capacités à multiples facettes. Ainsi, l'intégration de l'humour fournit un avantage distinct de la conversation en classe. En effet, la classe est justement un lieu d'échange, là où on réfléchit, on questionne et se questionne. Le rire et l'humour seront certainement un des éléments qui permettraient d'appréhender le travail scolaire, la découverte de soi et du groupe de façon agréable. Dubé, précise que, je cite, le rire et l'humour retirent les blocages affectifs en réduisant le stress de l'embarras. Fin de citation. Elle insiste sur le fait que ces deux éléments, rire et humour, restent des moyens efficaces qui permettent d'intégrer les apprenants timides avec leurs camarades de classe. Nous sommes ainsi en face de l'idée de la socialisation par le rire. Citant donc les raisons de la peur de s'exprimer à l'oral, on se pose une petite question. Pourquoi nos étudiants s'expriment-ils peu ou pas à l'oral? Selon la psychologue Lisa Wogman, la crainte de s'exprimer à l'oral peut être due à des causes intrinsèques. Par exemple, le manque de confiance en soi, la peur de mal faire ou d'échouer, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et selon cette même psychologue, cette crainte peut s'expliquer également par des causes dépendantes des autres. Par exemple, la peur d'être jugé par les autres si on commet une erreur, la peur de ne pas être compris, etc. Alors, la compréhension orale, maintenant, oui, très bien. Essayez de continuer, s'il vous plaît, avant que ça se coupe pour une troisième fois, parce que c'est un peu... Allez-y. Oui, donc, alors, je continue.
Alors, j'ai dit que la compréhension orale est une des étapes les plus fondamentales de la communication et ne peut être laissée au hasard. Dans l'acquisition de la langue seconde, comme dans celle de la langue première, la compréhension précède l'expression. Avant de pouvoir formuler et transmettre un message à l'oral, l'apprenant doit être baigné dans un milieu linguistique riche et varié. Plus l'apprenant sera récepteur de messages significatifs, plus il sera en mesure de s'approprier la langue seconde. Alors, l'enseignant a donc un rôle important à jouer par rapport à l'écoute. En ce sens, l'expression orale n'est pas une opération simple, c'est tout un mécanisme partant de l'usage des signes sonores jusqu'à la production des énoncés, tout en mettant l'accent sur la maîtrise de cette langue. Afin de surmonter les difficultés liées à la prise de parole en classe de langue étrangère et pour favoriser la participation de tous les apprenants en classe dans la séance d'enseignement de l'oral et pour développer leurs capacités communicatives en langue étrangère, il faut faire appel aux activités dites interactives. Nous citons à titre d'exemple la conversation, le débat et les jeux de rôle. Alors, humour et motivation. Alors, la motivation dans l'enseignement-apprentissage du FLE est une question majeure. Avant de parler du lien humour-motivation, il est nécessaire de définir la motivation dans le cadre scolaire. Jean-Luc Aubert définit la motivation comme suit. Je cite, « La motivation trouve son origine dans le désir et ou le besoin de savoir. Elle est déclenchée par la pulsion épistémophilique. » Fin de citation. En ce sens, la motivation se traduit par cette soif d'apprendre et se manifeste par cette force qui nous pousse à découvrir et à aimer le savoir. Nous avons déjà dit que l'humour entraîne la joie et permet même de surmonter les difficultés rencontrées tant par l'apprenant que par l'enseignant, surtout en langue étrangère. En outre, Frank Drews suppose que, je cite, « L'humour sert surtout à motiver les apprenants moins intéressés. » Fin de citation. Autrement dit, pratiquer l'humour pour conjurer la monotonie en classe aide les élèves démotivés à aimer l'enseignant et par voie de conséquence aimer la matière étudiée. Alors, je me pose la question, pourquoi nos étudiants sont donc démotivés? Alors, pour certains étudiants, la baisse de motivation peut être due à l'essoufflement ou être un symptôme d'un semestre particulièrement chargé et difficile. Pour d'autres étudiants, des changements d'ordre personnel peuvent être à l'origine de leur baisse de motivation, comme des difficultés financières ou familiales. Enfin, pour d'autres, leur démotivation peut être due à leur difficulté à s'intégrer, à la nature de leur programme, de leur faculté ou de leur université. L'humour contribue à introduire la variété nécessaire à une meilleure motivation en réduisant la monotonie et l'ennui. En effet, l'humour est l'ennemi d'une pédagogie dogmatique et allié d'un enseignement simple, non incarcéré dans les programmes préétablis et non isolé dans une camisole, si vous voulez, méthodologie qui s'imposerait à tous, en tout lieu et à tout moment. D'après Galissant, l'humour aurait le pouvoir de, je cite, piquer la curiosité, éveiller l'intérêt, modifier l'attitude du sujet vis-à-vis de l'objet d'étude, permettre un effort soutenu, activer la concentration mentale, recharger l'énergie disponible pour conduire à terme l'ouvrage engagé. Fin de citation. Alors, tous les spécialistes s'accordent à dire que le rire est un excellent moyen de communication. Le rire peut disperser rapidement l'attention et augmenter la capacité d'échange. Le rire et l'humour seront donc un des éléments qui permettraient d'appréhender le travail scolaire, la découverte de soi et du groupe de façon agréable. Biland voit que la motivation peut être illustrée par l'investissement personnel de temps, de l'énergie et de l'engagement vers une activité. L'engagement des apprenants est l'une des plus critiques composantes de la motivation de ceux-ci. Au cours du processus d'apprentissage, l'important pour les apprenants est de se sentir valorisés et encouragés. Le théoricien Wakefield affirme, je cite, qu'il y a 3 questions qui concernent la motivation et que de nombreux apprenants se supposent devant une nouvelle activité à accomplir. Premièrement, puis-je faire cette activité? Deuxièmement, est-ce que je veux faire cette activité? Troisièmement, de quoi aurais-je besoin pour faire cette activité? Fin de citation. Brown, pour sa part, affirme que pour obtenir plus de résultats satisfaisants en classe de langue, l'humour doit être adopté comme stratégie pédagogique. Les apprenants démotivés posent un énorme défi pour les enseignants. Une seule façon de motiver et de stimuler l'intérêt de ces apprenants
pour un sujet et l'usage de l'humour. Seul l'enthousiasme des enseignants peut maintenir l'intérêt des étudiants. Alors, selon le même auteur, l'intégration de l'humour en classe est très efficace pour donner du goût à l'apprentissage d'une langue étrangère. Son expérience se traduit par le fait qu'elle a établi une liaison entre l'humour, la participation de ses apprenants et l'animation collective en classe. De ce fait, nous tenons à donner un exemple concret tiré de notre classe. Chaque fois que l'activité ne contenait pas de charge humoristique, ludique, les interventions des étudiants étaient plus éparses. Mais dès lors, lorsqu'il s'agissait d'une activité ludique, amusante, où ils pouvaient s'investir et dont s'ils pouvaient tirer profit, tous les doigts étaient levés, tout le monde voulait participer. En nous appuyant sur cette expérience, il est donc important de noter que le lien entre l'humour et la motivation est trop étroit, étant donné qu'il est perçu comme élément motivant, facilitant l'apprentissage. Alors, un apprenant motivé... S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour ne pas prendre sur le temps du deuxième intervenant, je vous demanderai d'être brève. Vous avez 2 minutes pour un peu terminer, parce que sinon on va déborder sur le temps. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je passe directement à citer, les effets positifs. Pour ne pas défavoriser l'un par rapport à l'autre. Donc, est-ce que vous nous entendez? Vous avez 2 minutes pour clore, s'il vous plaît. Non. Bon, mais ça fait rien. On passe à la deuxième intervention pour gagner du temps. Par la suite, on va peut-être discuter, on va reprendre un peu les sujets, les thématiques abordées par Madame Afef. Donc, je passe la parole à Madame Souad Kamoun Chouk. Très bien, je vous entends. Oui. On va passer au deuxième intervenant, s'il vous plaît, et on reprendra la discussion par la suite. Hein. Il y aura. Je peux conclure, je peux passer à la conclusion. Allez-y, rapidement. Je peux passer directement à la conclusion. Rapidement, 1 ou 2 minutes. Allez-y, 1 ou 2 minutes, rapidement. D'accord. Alors, je passe direct. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, on vous entend très bien. Très bien, très bien. Alors, je passe directement à la conclusion. Alors, pour conclure, je dirais, humour et rire semblent être reconnus comme des moyens pédagogiques efficaces et qui permettent une ambiance de classe positive et une mise au travail plus efficace. Cette communication n'a pas la prétention de faire un état des lieux complet du champ disciplinaire. Cependant, les informations qui ont pu être récoltées offrent une réflexion intéressante sur ce type de pédagogie par le rire qui semble profiter autant aux maîtres qu'aux apprenants. À notre avis, il est important de libérer l'apprentissage de sa conception stérile dans laquelle les apprenants assimilent la connaissance dans les mêmes conditions organisationnelles des méthodes traditionnelles où la rigidité ou l'autorité prédominait dans le climat de classe. En ce sens, l'objectif suprême de l'humour est de créer un climat propice au travail. Dans le même ordre d'idées, une note d'humour, un sourire en classe contribue à adoucir le climat parfois tendu par l'obligation de venir assister aux cours, en particulier aux cours de langue étrangère. En d'autres termes, nous constatons qu'un brin d'humour peut être un moyen de motivation pour les apprenants. Il est indispensable de signaler que la joie apportée par l'humour mérite vraiment qu'on le prenne au sérieux, c'est-à-dire étudier l'humour comme facilitateur du processus d'enseignement-apprentissage du FLE. Les enseignants, afin de profiter de ces avantages, devraient donc s'efforcer d'intégrer l'humour dans leur pratique sans pour autant le considérer comme une solution miracle. L'humour a aussi ses limites et il faut savoir l'utiliser à juste dose et au bon moment, sous peine de dérapage. Et merci de votre attention. Parfait, merci. Et désolé de vous avoir interrompu, c'est la règle. Je passe la parole à la deuxième communication. On reprendra après les points sur lesquels vous voulez peut-être vous étendre. Hein. Je passe la parole à Madame Souad Kamoun Chouk. Donc, une autre thématique sur la place de l'humour, de l'analogie, de la métaphore. Alors, enseigner autrement l'épistémologie, la méthodologie de recherche scientifique à l'université, voilà un domaine bien précis, bien défini, vers une classe fondée sur la métaphore, l'analogie et l'humour. Je vous passe la parole, Madame Souad. Merci. Donc, je vous salue tout le monde. Merci d'être resté là. C'est courageux pour un samedi après-midi. On a toujours une crainte quand on intervient pendant une après-midi de samedi de se retrouver un petit peu avec un auditoire réduit. Mais sincèrement, je suis très heureuse
de vous faire ma présentation aujourd'hui. Je remercie Salma Derwish pour cette ouverture constante sur l'Académie, sur cette manière de collaborer et de donner la chance aux jeunes de découvrir cet espace. Et aujourd'hui, j'interviens comme membre donc, de cette académie. Donc, je n'ai pas ma casquette d'enseignante, mais mon expérience que je présente ici est celle de l'enseignante qui s'interroge sur sa pratique pédagogique, sur un domaine bien particulier. Alors, étant donné que j'interviens en tant que membre de cette académie, je ne peux pas passer outre tous les efforts investis par cette société savante dans le domaine de l'apprentissage et de l'éducation. Ne vous inquiétez pas, ce slide, je vous l'expose, vous pouvez le regarder tranquillement, mais je vais résumer rapidement en vous disant que ici nous avons organisé 2 colloques sur les apprentissages et les pédagogies d'enseignement qui ont fait l'objet de 2 ouvrages. Donc 2 ouvrages que vous pouvez d'ailleurs consulter ou acheter ici à l'Académie. Donc un premier ouvrage que j'avais coordonné moi-même sur les apprentissages de main et qui a vraiment posé la problématique des pédagogies enseignantes qui sont limitées au transmissif, à la classe magistrale classique, qui n'est pas adaptée aux digital natives que vous êtes et qui sont habitués à la télécommande, au zapping, au numérique, au tactile, etc. Donc il y a un décalage que nous avions constaté dès 2015 lorsqu'on avait organisé ce premier colloque. Alors, dans la continuité de cette réflexion et vu notre collaboration avec l'Académie de l'Institut de France et la main à la pâte, nous avons organisé un colloque international qui s'est interrogé justement sur la construction de l'esprit scientifique et la formation de l'esprit scientifique et les pédagogies qui sont théoriques et qui ne sont pas vraiment ancrée dans le réel, la science étant essentiellement fondée sur le réel et elle part du réel pour le modifier. Alors, nous avons également au niveau de Beit el-Hakma, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais je dois quand même mentionner un document de 98 pages sur le système national de doctorat qui est l'aboutissement de toute démarche donc épistémologique d'apprentissage, de construction de connaissances. Donc la thèse, c'est le moment où on va voir si notre apprentissage au niveau de l'école primaire déjà, au niveau du collège, au niveau du secondaire, permettent de former de futurs chercheurs, sachant que la recherche est le moteur de l'innovation, le moteur de l'économie et le moteur du développement. Et si ce moteur est en panne, c'est parce que on n'a pas préparé peut-être ces générations et on ne les a pas formées sur l'apprendre à philosopher et l'apprendre à construire des connaissances. Et donc ce document qu'on avait c'est-à-dire publié au niveau de l'Académie et qui est le résultat d'une collaboration avec l'université, il fait état d'un taux d'abandon énorme au niveau du doctorat. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire de la recherche, mais les étudiants se trouvent en panne, ils ne sont incapables de construire, de rédiger et d'écrire et de finaliser une thèse de doctorat. Donc on a mis le doigt sur un problème. Je ne vous cache pas, si vous regardez en rouge la dernière ligne du slide, je me suis amusée hier à recenser le nombre de fois où le mot abandon apparaissait dans ce document sur le système national de doctorat. Et regardez, le résultat, il est effrayant. Voilà, on ne peut pas commencer une réflexion sans avoir une idée sur l'état des lieux, le contexte dans lequel nous sommes en train d'intervenir et sur lequel nous sommes en train de réfléchir pour revenir vers lui avec éventuellement des propositions de solutions. Donc, le constat du déplaisir du rationnel et de l'intellect avec la classe traditionnelle, la classe transmissive que zappent les étudiants comme ils apprennent avec une télécommande, une émission de télé qui ne leur plaît pas. Alors,
je cite ici un auteur qui dit que le déplaisir généré par le fait d'être contraint par les exigences de la rationalité et de l'intellect, est une source de désintérêt pour l'apprentissage de la philosophie comme des autres disciplines positives telles que les mathématiques et la physique, enseignées toujours selon les mêmes manières très anciennes, en décalage par rapport au processus cognitif de la jeunesse que nous avons face à nous quand on entre dans nos classes. Alors là, nous avons, lors de notre colloque en 2019, regardé un petit peu les différentes enquêtes faites auprès des enfants qui décrochent. Sachez que nous avons 110 000 collégiens chaque année qui quittent l'école. Et vous savez où est-ce qu'ils vont, ces collégiens? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: j'ai quitté l'école parce que je suis nul en mathématiques. Donc, un grand problème. Alors, le constat de décrochage, le constat d'abandon de la recherche, c'est un enjeu vraiment de taille pour notre pays. Il affaiblit la capacité d'innovation, la capacité de conception, la capacité de création, et on demande aux jeunes d'être créatifs, d'être innovants, d'être entreprenants. Comment voulez-vous qu'ils soient créatifs, entreprenants, innovants quand on n'a pas montré comment ils peuvent le faire? Et donc ça, c'est un grand problème. Alors, l'esprit critique qu'on ne forme pas dès le scolaire, la résolution de problèmes à laquelle on n'initie pas l'apprenant, constitue plus tard des handicaps pour l'accès à l'innovation et à la créativité. Donc, pour conclure, on peut dire, sur la base de cette entrée en matière, la construction des connaissances scientifiques, c'est une affaire d'épistémologie. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit ma communication avec ce titre-là. Et je vais vous parler de choses concrètes. Je ne vais pas théoriser, parce que la théorie, quel que soit ce qu'on amène en tant qu'individu, elle ne peut pas dépasser ce qu'on peut trouver sur le web avec un simple clic. Et donc là, vous pouvez y accéder. Moi, je vous amène des résultats d'expérience. Alors, qu'est-ce que l'épistémologie, en fin de compte? Eh bien, c'est une branche de la philosophie. Malheureusement, dans notre pays, je sais que, moi j'ai eu des enfants qui ont votre âge et même plus grands, au niveau du baccalauréat, ils s'amusent à dire, les scientifiques surtout, « Ah, moi j'ai eu mon bac avec 16 moyennes et mentions très bien, et 5 en philosophie. » Vous avez déjà entendu des jeunes dire cela. Ils ont zappé le cours de philosophie. Et pourtant, dans le programme, il y a une partie importante sur l'épistémologie qui est même plus importante que la métaphysique. Malheureusement, il n'y a pas à ce niveau-là un suivi, justement, qui permet de construire le chercheur de demain. Et là, c'est un grand problème qui se pose à nous. Donc, je ne vais pas revenir sur les définitions, je les ai mises ici un petit peu pour guider ma pensée, mais vous pouvez très bien, je vous invite à regarder c'est quoi la philosophie, vous allez trouver plein de rédactions de philosophes, etc., qui vous définiront ce concept d'épistémologie. Mais ce qu'il faut retenir pour simplifier les choses, j'ai un auditoire jeune aujourd'hui devant moi et j'ai envie de vous parler d'une manière qui passe, dans la manière que j'enseigne cette discipline à mes étudiants. Donc, l'étude de la science, l'étude de la connaissance, c'est ça l'épistémologie. C'est-à-dire qu'une science qu'on apprend, qu'on restitue, une mathématique qu'on réussit en l'examen, en refaisant des séries, c'est pas ça l'apprentissage, c'est pas ça l'épistémologie, vous n'êtes pas capable de résoudre un problème que vous n'avez pas rencontré auparavant. Et c'est ça le plus grave handicap pour l'évolution vers la recherche. Alors, lorsqu'on fait de la recherche, on part d'un environnement, d'un problème que je viens de vous décrire, un réel problème que je suis en train de partager avec vous. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, si
on peut, dans une démarche de recherche, partir, quand on fait de la recherche qualitative, on part d'une proposition, hein, on ne part pas d'hypothèse, parce qu'on n'est pas dans le quanti, on n'est pas dans la création de lois universelles, on ne part pas d'hypothèses théoriques dérivées de la théorie, mais on part d'une proposition par abduction, comme je le fais à force de voir des situations répétitives qui nous interpellent en quelque sorte. Alors, moi, je me suis dit, je propose, si la pédagogie d'enseignement-apprentissage était moins transmissive et plus active et plaisante, l'apprentissage de l'épistémologie ne sera plus perçu difficile. Donc voilà, je propose comme investigateur qui va explorer. Et là, je dérive. Et là, c'est de l'épistémologie, ce que vous êtes en train de voir. Hein. C'est en même temps une réflexion sur l'épistémologie et une démonstration d'épistémologie. Alors, je dérive une question de cette proposition. Alors, dans quelle mesure les stratégies d'apprentissage, telles que la métaphore, l'analogie, l'humour, peuvent aider les apprentis chercheurs à découvrir l'intérêt de l'épistémologie? Donc, vous voyez un petit peu comment j'évolue d'une manière assez didactique. Eh bien, là, j'ai envie de vous dire que l'enseignement de l'épistémologie à l'université pose problème. Alors, moi, je suis coordinatrice d'un master de recherche. Ça fait 10 années que je fais ça. J'ai fait une analyse sur 10 ans. Alors, il y a 10 ans, on faisait, c'est-à-dire on pouvait avoir 30 étudiants qui soutiennent leur mémoire. Avec le temps, on est arrivé à 3. Il y a 2 ans, 3. Donc, divisé par 10. J'inscris chaque année en master. Je sélectionne sur la base, donc à partir des bases en ligne, etc., 25 étudiants, c'est le quota. Au bout d'une semaine, en ayant une séance de cours d'épistémologie, il y en a 10 qui vont vers les masters professionnels. La moitié. Et ceux qui finissent le parcours, ils vont être 5-6. Alors, nous avons une école doctorale. Nous avons 2 parcours doctoraux. Et les enseignants, maîtres de conférences et professeurs chôment, ils n'ont pas de docteur dans la discipline que nous avons. Je ne suis pas, et l'étude faite par l'Académie sur le système national de doctorat nous montre qu'il y a des disciplines qui sont pires, dans une situation pire que la nôtre, qui est celle du management. Alors, nous avons énormément d'abandon dans la discipline du droit, la sociologie et même beaucoup d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. C'est grave. Donc la sonnette d'alarme, elle est attirée. Alors, là, Kant, on revient à Emmanuel Kant, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'étudiant qui sort de l'enseignement scolaire était habitué à apprendre. Et vous pouvez confirmer cela. Donc vous apprenez, vous restituez, vous avez des notes, vous passez, vous avez des diplômes. Et quand vous passez devant le marché de l'emploi, c'est-à-dire quand il y a un patron d'entreprise ou un recruteur qui vous essaye de pousser un peu le bouchon, vous dites « Ah, cette matière, je ne l'ai pas fait, je l'ai compensée par une autre. » Et voilà, et vous êtes au chômage. Je suis vraiment crash, hein, je vous dis la réalité. Je ne parle pas de toutes les disciplines, mais dans la mienne, c'est le cas. Alors, Kant nous dit « Il ne faut pas enseigner la philosophie et l'épistémologie. » Non. Comme on enseigne la philosophie, les mathématiques et les maths. Ce n'est pas une matière, la philosophie. C'est une compétence. Il faut apprendre à philosopher. Et c'est là que toute la nuance prend sens. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et là, donc, il y a eu aussi d'autres philosophes qui se sont posé la question. D'ailleurs, Lippmann, 75, dans la continuité de la pensée kantienne, il s'est trouvé, comme moi d'ailleurs, et comme beaucoup d'entre nous, enseignants, devant des étudiants incapables de construire un raisonnement. Ils ne savent que copier-coller, apprendre, restituer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. Et on est choqué à chaque fois qu'on essaye d'amener, quand on a des étudiants, chercheurs novices, futurs chercheurs, sincèrement, on est vraiment en situation de détresse, en quelque sorte. Donc, face aux limites des capacités de raisonnement de ces étudiants, Lippmann, il a dit, voilà, il faut apprendre... Ben, je peux arrêter si non, vous avez 2 minutes. 2 minutes, c'est un peu court. Hein. Je n'ai pas pris mes 20 minutes. Non, ils sont 15 minutes. J'ai besoin encore de 5 minutes, au moins.
Un peu d'humour, madame. Non, mais là, parce que je regarde ma montre, on est à 15 pour minutes. Avoir le temps pour la discussion après. Oui, mais il n'y a pas de souci. On est à 15 minutes. Allez-y, madame. Donc voilà. Alors, allez, on est dans cette situation. Donc, quand on est confronté à des situations, on est en situation. L'IPMAN ne nous dit pas comment on résout le problème face à des étudiants. Alors, on est en situation de bricolage. Alors, moi, j'ai bricolé. Alors, là, quand j'arrive à l'essentiel, je dois aller plus vite. Dommage. De toute façon, vous trouverez ma communication sur le site de l'Académie. Si vous avez envie d'en savoir plus, j'arrêterai quand Monsieur le Président me le demandera. Alors, donc, la démarche effectuelle, il faut bricoler. Il faut trouver une solution. Donc, je vais aller vite. La pédagogie. Alors, j'ai utilisé 2 pédagogies dans mon expérience pour enseigner plus facilement le cours d'épistémologie. Alors, j'ai fait une transposition didactique, c'est courant dans les sciences d'éducation, alors en utilisant une métaphore que j'avais mobilisée dans le cadre de ma thèse auprès de managers, et j'ai fait transposer ça en classe, donc la métaphore du puzzle, le jeu du puzzle. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'essaye de construire du sens avec les étudiants, en utilisant un outil logiciel qui s'appelle FreeMind, donc en allant vers eux, vers des outils technologiques de construction, de mind mapping, de cartographie, et on essaie de lire un texte, d'en extraire les concepts, de les mettre dans une cartographie et de construire un puzzle. Donc, quand on a fait les concepts, je leur demande ensuite de rédiger à partir du mind map un texte pour exprimer, pour donner une définition, par exemple, qu'on avait découverte ensemble. Donc, c'était un jeu, c'est ça, donc la manière que j'avais essayé. Donc, le jeu de la métaphore du puzzle et de la construction de sens. J'ai également utilisé, par exemple, les paraboles. C'est pour ça que dans mon titre, je parle de métaphore de parabole. Alors, pour apprendre, par exemple, la modélisation, vous savez, dans l'épistémologie, on commence par demander à des étudiants qui font de la recherche de modéliser. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, c'est difficile de leur expliquer la modélisation. Alors, comment j'ai fait? J'ai utilisé la parabole de l'abeille et de l'architecte. Vous pouvez aussi revenir, je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc il me reste 3 minutes. Alors, donc, vous pouvez lire cette parabole. Alors, là, on lit la parabole et ensuite, on en discute. C'est-à-dire qu'on parle de abeille, on parle de architecte, déjà, ça interpelle les étudiants. Ils vont écouter, ils vont essayer de s'intéresser. C'est même amusant, hein, ils voient, et ça les ramène à l'enfance, etc. Donc, la leçon, elle est co-construite et j'explique que l'abeille fonctionne selon le principe de moindre action, de l'optimisation. Et là, on introduit d'une manière assez flexible des concepts un peu difficiles, mais d'une manière un peu indirecte, en quelque sorte. Et je leur décris comment fonctionne l'architecte qui va donner une forme au rêve de vos parents. Par exemple, quand vous construisez une maison, ils veulent faire la maison de leur rêve, c'est l'architecte qui crée ça. Donc, entre les deux, il y a 2 comportements différents. Bien sûr, on prend beaucoup plus de temps pour expliquer cette métaphore. Et maintenant, bon, je dois aller un peu vite. Oui, je peux, bien sûr. Oui, parce que moi, je suis à 2 minutes. À 2 minutes. Moi, je fais... Je peux revenir en arrière. On n'est pas... Non, mais moi, Monsieur le Président, moi, je suis disciplinée. Comme il y a eu une séance je voudrais que tout le monde reste jusqu'à la dernière séance. Vous m'avez demandé de faire usage de l'humour. Voilà. Alors, je passe à l'humour. Je suis très disciplinée. Je respecte votre manière de gérer. Voilà la parabole. Vous voulez que je vous lise? Alors, j'obéis à la demande de l'auditoire, hein, du public. Hein. Ah bah oui, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Désolée, Monsieur le Président. Alors, l'humour, je sais en faire. Alors, je vous raconte. Alors, la parabole de l'abeille et de l'architecte, c'est, bon, voilà, elle commence comme ça. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand. Et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. C'est vraiment épatant comment une abeille fait des cellules de cire aussi parfaites. Mais ce qui distingue
d'élabore le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche, ce qui est le contraire de l'abeille. Elle le fait instinctivement, l'abeille. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. Donc, on essaie de décortiquer ce texte qui décrit bien la différence, et c'est Karl Marx à qui revient cette citation. Alors, voilà, donc l'analogie comportementale, aussi je l'ai utilisée avec le conte des princes de Sirandip. Donc mes étudiants en classe, je les ramène à l'enfance, comme je suis mamie et que je suis crédible quand je raconte des histoires. Et donc ça, avec mes cheveux blancs, donc ils adorent que je leur raconte des histoires. Et comme ça, ils restent dans ma classe et ils assistent par rapport à d'autres classes, c'est-à-dire bien que ce soit un cours d'épistémologie de toute façon. Alors l'histoire, rapidement, Salma, tu vas la voir, là, elle sera sur le site, elle est là. Mais je vais résumer l'histoire. Bon, c'est une histoire de 3 princes qui quittent le palais et leur père leur envoie dans la nature pour qu'ils découvrent la vie à l'extérieur du palais. D'accord? Je vous raconte. Je vous séduis. Je vous suis, madame. Je vous séduis. Je vous refusais la séduction. Allez, vous êtes en train d'user le temps. Alors, il quitte le palais. Oui. Et puis, il découvre sur le chemin, parce qu'ils n'ont rien à faire, qu'il y avait de l'herbe qui était broutée sur un seul côté, pas sur l'autre. Et que l'herbe était broutée à moitié. Alors bon, ils ont fait ces remarques, ils ont vu des traces. Alors quand ils arrivent dans la ville, après avoir traversé le désert, là, il y a un homme qui dit « Ah, moi, j'ai perdu mon chameau. On m'a volé mon chameau. » Et là, bon, qui sont les étrangers? Bien sûr, c'est les 3 princes. On les arrête. Et on leur dit « Vous avez volé le chameau de ce monsieur. » Eh bien, eux, ils disent « Non, on n'a pas volé le chameau. Comment il est, le chameau? Est-ce qu'il lui manque une dent ?» Le monsieur, il dit « Mais oui, il lui manque une dent, le chameau. » Et puis, bon, il lui demande « Est-ce qu'il est borgne ?» Il dit « Oui, il a perdu un œil dans un combat. C'est eux qui ont volé mon chameau, puisqu'ils ont des... Mais eux, ils n'ont pas volé le chameau, justement. » Alors, la leçon, rapidement. Je ne vais pas user de votre patience davantage. Vous pouvez. Non. Aujourd'hui, vous pouvez. Ça y est. Exceptionnellement, allez-y. J'ai mes étudiants en face. Vous profitez, alors. Il faut payer. Alors, comment ils ont découvert ça? C'est ça ce qu'on appelle un concept, sincèrement, qui s'appelle la serendipity. Et c'est très compliqué si on essaye c'est-à-dire d'expliquer d'une manière théorique, etc., ça ne passe pas. Et c'est ça la sérendipité, la sagacité. C'est que quand on est dans l'environnement, on cherche des traces. C'est comme le commissaire Maigret, comme Sherlock Holmes, comme Poirot, Colombo, tous les investigateurs, les policiers, ils cherchent des traces. Et le chercheur, il fait partie de ça. Vous voyez, je vous ai fait une petite démonstration de l'humour concret dont j'use dans ma classe d'épistémologie. Ne vous inquiétez pas. Alors, ils ont bien perçu cette méthodologie, ils sont contents, vous allez avoir les détails. Alors, moi je me suis dit, bon, c'est fini. Là, je reste sur ce slide. Voilà, la piste de l'humour, je suis en train d'explorer et j'ai modélisé ça. Vous avez mon modèle.
Vous pouvez lire ma communication. Et si vous avez envie de réagir, il n'y a pas de souci, je suis à l'écoute. Vous avez mon adresse mail, je vais la réafficher. Vous pouvez toujours échanger et demander si vous avez besoin de questions à poser. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma classe d'humour que je compte commencer à expérimenter. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président, de votre patience. Merci de votre beaucoup. tolérance. Merci beaucoup. Et certainement, il y aura des interactions avant de laisser votre adresse email. Il y aura des questions en direct, je suppose. Donc, merci, Madame Kamoun, pour cette présentation passionnante. On aurait aimé rester avec vous toute la soirée, si vous voulez. Mais moi, je peux rester. Comme il y a une séance numéro 7, et je pense à mes camarades qui vont présenter après, donc pour ne pas être injuste avec eux, on a peut-être 10 minutes pour l'interaction, pour les questionnements. Suite à cela, on fera une pause et on prendra un café avec humour. Donc, je ne sais pas si Madame Afef est toujours avec nous, si elle peut recevoir s'il y a des questions pour Madame Afef ou pour Madame Souad. Allez-y, je vous écoute. J'ai une question pour Madame Kamoun. En tant qu'ancien président de la commission de doctorat en psychologie et sciences de l'éducation, actuellement c'est Salah Ben Fadl qui prend la relève. J'étais au courant de cette recherche et vos résultats choquent et étonnent. Ma remarque, mais aussi ma question sont les suivantes. Qu'en-est-il des résultats de ce travail mené par l'Académie Beit el-Hikma? Est-ce qu'il y a, pour parler un langage informatique, est-ce qu'il y a une connexion avec le ministère de l'Enseignement supérieur et une connexion avec le ministère de l'Éducation? J'ai l'impression que tout est clivé dans ce pays. C'est un travail monstre que vous avez mené et c'est des résultats vraiment alarmants. Mais comment faire pour exploiter, saisir ces données, corriger les choses? Deuxième point, vous avez parlé de la pédagogie co-constructrice. Ce n'est pas nouveau. Depuis Piaget, déjà, on sait qu'il y a une pédagogie interactive, que l'enseignement au niveau de la classe primaire n'est plus l'enseignant Tassidi, اللي يقري والتلميذ يسمع وكاو ومستويين العبد الكل كيف كيف. لا. ولات الطاولة مدورة, ولات فما vraiment c'est même à partir des écoles maternelles. Il y a des expériences qui sont réalisées par les enfants كيفاش يقطروا الزهر, كيفاش يعملوا telle ou telle expérience. Et à partir de cette expérience-là, on élabore ensemble la méthode et la théorie. Et on aborde vraiment la leçon sur le plan théorique. Est-ce que ما فهمتش علاش ce décalage, ce temps perdu, ce fonctionnement clivé, morcelé, psychotique à la limite? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Voilà. Je peux répondre ou j'attends? S'il y a d'autres questions, il vaut mieux que je réagisse de manière interactive. Vous préférez? Oui, je préfère. Alors, Siberjab, pour votre première question, ce travail a été réalisé. Je suis membre de cette équipe et membre très actif dans ce travail, donc avec Moussa Besbes. Il a été réalisé avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la direction générale donc de la recherche scientifique, direction d'innovation et la DED, la direction d'école doctorale. D'accord? Donc on est ensemble. Ce document, il a fait l'objet de plusieurs ateliers ici, dans cet espace, à l'Académie, rassemblant tous les présidents de commissions doctorales du pays. Ils étaient là. On a fait des ateliers. J'ai animé certains ateliers. Donc je sais ce qu'on a fait exactement. Donc ce document est essentiel. Il est très important. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, je vais vous dire une chose. La chose qu'on a pu faire, c'est le site thèse.tn sur lequel on est parvenu à introduire, c'est-à-dire dans l'application, la possibilité, pas la possibilité, c'est une obligation pour le thésard de mettre sa thèse. Ça ne se faisait pas avant. Déjà, on n'avait pas les fichiers de thèse. Donc, il n'y avait que la fiche de suivi par l'encadrant, la fiche à remplir par l'encadré, mais il n'y avait pas, c'est-à-dire d'obligation de déposer sa thèse.
Alors maintenant, quand on fait une recherche sur test.pn, on peut faire de la recherche cumulative et c'est motivant aussi pour les étudiants. Il y a eu plein de recommandations dans ce document. Mais moi, j'étais en train de consulter hier. Je me suis dit, il faut que je revienne sur ce document. Il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'il y a eu comme application par rapport aux recommandations. Mais vous savez très bien, Sibel Jab, que le contexte du pays en termes d'instabilité, de longévité des ministres, etc., il peut être aussi à l'origine d'un problème de suivi, de continuité. Mais vous avez raison, nous devons revenir sur ce document et peut-être faire un rappel auprès du ministère. Je le proposerai au niveau de notre département, d'ailleurs. Alors, pour la seconde question, rapidement, ne vous inquiétez pas, je suis bavarde. Je ne m'inquiète pas. Alors, je suis bavarde. Alors, la pédagogie, oui, elle est ancienne, la pédagogie active, la flipped classroom, la pédagogie expérimentale et la main à la pâte. Nous avons beaucoup de rapports avec la main à la pâte. Nous avons même eu en Tunisie une expérience avec Esprit et la main à la pâte de introduction de la classe expérimentale, c'est-à-dire l'Inquiry-Based Science Education, surtout pour l'enseignement des mathématiques et des sciences. Malheureusement, dans notre colloque, nous avons fait le constat qu'il s'agit d'initiatives parcellaires qui ne sont pas institutionnalisées. Et tant qu'on n'institutionnalise pas dans les curricula, bien sûr qu'on ne peut pas créer cette dynamique de continuité dans la classe expérimentale. Voilà, je crois que j'ai répondu. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à une question que vous avez évoquée, qui me semble essentielle. C'est-à-dire les scientifiques un peu qui jugent que l'épistémologie est secondaire, on n'a pas d'importance. Vous avez évoqué l'exemple de votre fils. Et je pense Ma fille et mon fils, les 3 enfants. Je pense que c'est un problème de génération. C'est une catastrophe. Oui. Ça traduit, à mon avis, un problème général qui est celui de la place de la réflexion, de la philosophie. Et c'est vrai qu'on souffre, enfin notre système éducatif aujourd'hui, on sent qu'il est déséquilibré. On a des scientifiques, entre guillemets, des scientifiques, parce que là aussi, des matheux, des gens qui font des maths, qui font de la physique, mais qui sont loin de l'esprit scientifique. Nous, en psychologie, par exemple, on enseigne la méthodologie scientifique, qui consiste bien évidemment à se questionner à partir d'une interrogation, d'un questionnement, à élaborer une hypothèse, à formuler un plan expérimental, et ainsi de suite. Et c'est malheureux que dans beaucoup d'universités, le fac de médecine, le fac de sciences, il y a une carence énorme en termes de formation aux sciences humaines et à l'épistémologie, comme vous l'avez dit. Et ça ressort énormément dans des phénomènes même sociaux, des phénomènes... Il y a des études, par exemple, qui ont été faites sur l'intégrisme chez les scientifiques, parce qu'on sait qu'une bonne partie des intégristes sont des diplômés. Et comme par hasard, c'est des diplômés en sciences. Et il y a énormément d'interrogations de ce côté-là. C'est-à-dire que étudier les sciences sans réflexion, sans sciences humaines, ça peut être dangereux. Et bon, il y a de quoi faire un congrès. Le dogmatisme, là, la menace du dogmatisme, c'est ça. Voilà, mais comme on doit parler d'humour, je laisse la parole à mes étudiantes ou mon étudiante là, qui doit poser une question. Allez-y. Selma, sous ta responsabilité, le débordement horaire. En fait, c'est juste je rebondis par rapport à Sibel Jab. Je suis pas quand même, Madame Chouk, je suis très contente de vous voir aujourd'hui avec nous ici, sous une autre casquette aussi, parce que bon, c'est juste pour dire que l'épistémologie, je l'ai eu comme cours dans les années 90, et franchement, ça m'a pas marqué plus que ça. Donc, le travail que vous faites aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que vous avez dit ça, vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. On est en train toujours de... j'utilise pas un terme, je ne trouve pas un synonyme, mais c'est rabâcher la même chose. Mais on a parlé de la co-construction. La co-construction, on en a parlé depuis les années 90 et les années 2000. On a parlé de la recherche appliquée, comment réfléchir sur une autre manière d'enseigner. Et franchement, moi, je pense que l'étudiant aujourd'hui, c'est un étudiant qui est très intelligent, c'est un étudiant qui a beaucoup de potentiel, c'est un étudiant qui dépasse son enseignant.
dans la mesure où si cet enseignant-là n'apporte pas une valeur ajoutée dans son cours. Et ça, c'est très important. Je me permets de parler dans mon domaine, j'ai la sécurité de Madame Chouk, le management en fait. Mais Madame, je pense qu'aujourd'hui, avec des matières même scientifiques, avec la classe inversée, etc., il y a un retour par rapport aux étudiants. Il y a un retour par rapport à l'output aussi de ce qu'il va nous transmettre lui aussi. Parce qu'en fait, il y a une triade réellement entre l'enseignant, l'apprenti, entre l'apprenant et l'enseignant formateur, l'enseignant accompagnant, encadreur. C'est plus l'enseignant qui détient le pouvoir. Et je m'attendais dans cette session de l'intégration de l'humour dans la didactique ou dans l'apprentissage. On a parlé hier d'ailleurs, c'était très intéressant dans le sens où jusqu'où on peut aller avec l'humour en donnant son cours, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de risque de tomber dans la familiarité? Parce que moi personnellement, avec mon expérience, maintenant je fais beaucoup de théâtre dans mes cours et dans certains cours qui facilite cette manière de faire aussi, hein, parce qu'on ne peut pas s'amuser à faire cela avec toutes les matières, quoique pour les matières scientifiques aussi. Et je suis d'ailleurs émerveillée par... je me suis dit, j'aimerais bien revoir votre cours aujourd'hui en épistémologie. Franchement, moi, les cours de méthodologie scientifique, ça fait maintenant, j'ai repris les bancs de l'école de la fac il y a 2 ans, j'ai jamais eu un cours comme je l'ai eu en première année en psychologie. Je vous assure. Je l'ai appris sur le tas. J'ai fait mon mémoire comme ça, sans cours méthodologique qui me sollicitait plus que ça. Et j'ai fait des choses sur le plan académique et scientifique et avec la rigueur que j'ai eue à 2 ans. 2 ans et je continue d'ailleurs à l'avoir. Donc, je ne sais pas si c'est la matière, c'est la manière, c'est le fait, parce qu'on l'a eu en 4e année aussi. C'était en maîtrise, donc c'était un peu peut-être trop tard. Mais bon, mais c'est juste pour rebondir à ces berjab, ce sont des choses qu'on rabâche depuis très longtemps maintenant. Madame, si vous vous rappelez, c'était le séminaire avec la recherche appliquée, vous avez présidé nos journées, ouais. Et je me retrouve 20 ans après à parler de la même chose. Mais ça me fait peur, réellement ça me fait peur. Donc en fait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a ce matin on a parlé d'un paradigme des liens, mais c'est extraordinaire ce lien, il n'existe pas avec le ministère de l'Enseignement, à mon avis dans mon domaine à moi en tout cas, mais dans ce nouveau domaine je suis en train de découvrir plein de choses, il y a un côté humain qui est exceptionnel et il y a une manière d'être avec l'enseignant, avec les étudiants extraordinaire que je n'ai pas vécu moi personnellement. Et je me dis, arrêtons de dire que l'étudiant, il ne sait pas rédiger une phrase, parce qu'il n'a pas besoin d'écrire, l'étudiant. Il a besoin de l'image, il a besoin de la caricature, il a besoin de la... C'est vrai, parce que c'est nous qui devrons s'ouvrir... Elle va vous répondre. À ce paradigme de l'ouvert. C'est une collègue qui est devenue votre étudiante. Du paradigme ouvert, ce matin on a parlé. Merci Madame Chou, qui est très contente de vous revoir. Moi aussi, je suis contente que tu reprennes les bancs et surtout vraiment de faire de la psychologie. C'était mon rêve. Je ne sais pas, je n'ai plus l'âge, mais je t'envie. Mais non, mais il ne faut pas dire ça. Mais c'est fou, c'est extraordinaire de s'ouvrir. Ce matin, j'écoutais Mariam Morded avec vraiment grand plaisir. Et là, j'ai pas voulu prendre la parole tout à l'heure, mais quand je vous écoutais, j'étais en train de me dire, mais c'est fou, l'interaction entre les disciplines, comme c'est extraordinaire, c'est vaste communicant. Et dire qu'il y a des gens qui se referment sur eux-mêmes, c'est l'ankylose, c'est le dogmatisme. They think in the box. Donc, je me dis, bon, mais c'est fou, c'est cette interculturalité, multidisciplinarité, transdisciplinarité qui est le niveau supérieur. Donc, avec cette décontextualisation, recontextualisation, cette interculturalité, nos classes aujourd'hui, Rim, nos classes, avec l'enseignement numérique, avec l'enseignement hybride, tu ne peux pas savoir qui est dans ta classe.
le lien, il peut passer de ton étudiant à son camarade, à son ami en Canada, etc. Moi, j'ai eu des surprises. Et donc là, tu es dans une classe interculturelle. Et la question de l'humour, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit « Quel humour ?» Regardez ce modèle-là, ce modèle que j'ai conçu à partir de la littérature. Effectivement, c'est une piste très dangereuse, l'humour. Ça dépend. Et là, on doit faire attention. Donc, c'est pour cette raison que tout le paradigme de l'enseignement doit être revu. Moi, je pense qu'il faut une révolution, une volonté politique d'innovation et non plus des réformettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Très bien. Juste un mot. Hein. Allez-y. Voilà. Et moi, je tiens justement à saluer le travail colossal que fait Madame Souad Chouk. Parce que j'ai eu l'occasion de participer justement à cette rencontre de 2019 et j'ai vu qu'elle fait beaucoup d'efforts pour réunir tous les acteurs et pour justement travailler sur les pédagogies innovatrices, pour faire évoluer l'enseignement, la pédagogie. Donc je tenais à la féliciter pour ça et pour sa ténacité. Et il faut beaucoup de courage de nos jours pour avancer et pour faire avancer les choses. Voilà, c'est tout. Merci Salma, merci tout le monde, merci pour votre interaction, merci Monsieur le Président pour votre tolérance, votre patience. Je vous en prie. On a fini, je pense, avec les questions. On passe à la pause, chose très importante dans la vie. Merci à vous.